Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI. En voici les titres de cette édition. Le 7 septembre dernier a pris fin à Addis Abeba en Éthiopie le deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle, une réunion à l'échelle mondiale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'affiner sa position en faveur d'une meilleure implication des États pour un secteur postal plus fort. L'organisation non gouvernementale Ecomédia sensibilise sur le cancer du sein. L'ONG Ecomédia organisera la deuxième édition des journées de mobilisation des médias JMMC contre le cancer du sein du 19 au 20 octobre à Grand Bassam. On en parle dans cette édition. En football, la sélection nationale ivoirienne est en déplacement à Kigali où elle affronte ce dimanche tout à l'heure à 13h30 temps universel l'équipe nationale du Rwanda en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 au Cameroun. Et voilà pourquoi le journal est à 12h pour vous permettre de suivre ce match en direct sur RTI 1 à 13h30. Le magazine du dimanche de ce dimanche 9 septembre 2018 a pour thème la sécurisation du golfe de Guinée, l'apport du G7++. Notre invité est M. Abdoulaye Fofana. Il est le secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action de l'État de Côte d'Ivoire. Amer, M. Fofana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et à tout de suite pour les échanges. À tout à l'heure, merci. Nous vous le disions à l'instant, le 7 septembre dernier a pris fin à Addis Abeba en Éthiopie le deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle, une réunion à l'échelle mondiale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'affiner sa position en faveur d'une meilleure implication des États pour un secteur postal plus fort. Envoyé spécial de RT1 à Addis Abeba en Éthiopie, Franck Kouadio. Ce n'est pas une pause café ordinaire, c'est une journée dédiée à la Côte d'Ivoire, à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle d'Addis Abeba. La Côte d'Ivoire organisatrice du 27e congrès ordinaire en 2020 à Abidjan. C'est pour nous l'occasion aussi de réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de travailler au succès de l'organisation de l'UPI, du congrès de l'UPI en 2020. Donc en marge de ce congrès, nous avons eu beaucoup de rencontres avec les différentes structures du pays même. Aussi, on travaille sur des projets, nous avons signé l'ICOM Africa, mais aussi nous avons rencontré d'autres pays. À la clôture du congrès, c'est l'occasion pour le chef de la délégation ivoirienne, le ministre de l'économie numérique et de la Poste, de réaffirmer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite du congrès 2020. Et pour cela, Addis Abeba a servi de joute préparatoire, une échéance matérialisée par cette signature de convention entre l'Union postale universelle et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des questions de politique générale en matière de développement secteur de la Poste. D'autres thématiques concernant l'investissement ont été aussi débattues. Donc un partage d'expérience et puis de perspectives. Mais en marge, nous travaillons sur le succès du pays en 2020. Préparé donc en 2020. Mais aussi consolider les acquis lors des discussions. La délégation ivoirienne n'a pas manqué d'affirmer sa volonté de faire de la Poste un secteur névralgique et pourvoyeur d'emplois. Il y a une loi en 2013 qui montre la volonté au plus haut niveau de faire de la Poste un secteur non seulement de renforcement de la cohésion sociale, mais aussi de développement économique. Il y a eu d'autres textes aussi qui créent un environnement favorable pour le secteur privé, donc le texte des PPP, le texte aussi sur la transparence, le texte lié aussi au NTIC. Abidjan 2020 en ligne des mires donc, les 192 pays représentés à cette tribune se sont mis d'accord sur les fondamentaux. Le congrès extraordinaire a permis d'adopter le plan d'intégration des produits qui va permettre de moderniser les portefeuilles des produits offerts par l'ensemble des postes du monde. Nous avons eu des difficultés sur le débat concernant la réforme des contributions au niveau de l'UPU et aussi des questions liées à la caisse de prévoyance. Mais quand même, on peut dire quand même qu'il y a eu un consensus qui a permis que le débat puisse se poursuivre et que des décisions puissent être prises au congrès d'Abidjan.
Une échéance attendue donc pour une poste engagée dans la promotion du développement socio-économique. Le secteur compte 5,3 millions d'employés actuellement, avec un réseau mondial de plus de 667 000 bureaux de poste. Voilà, le secteur de la poste emploie plus de 5 millions de personnes dans le monde. Il est aujourd'hui en pleine mutation face aux défis des technologies de l'information et de la communication. Pour rappel, Franck Wadjo l'a dit, la Côte d'Ivoire organise en 2020 le 27e congrès ordinaire de l'Union postale universelle ici à Abidjan. Il s'est ouvert hier samedi ici à Abidjan un atelier de haut niveau sur l'élaboration de la stratégie décennale 2030 de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA. Cette rencontre co-organisée avec le ministère du Plan du Développement a vu la participation de plusieurs ministres en charge de la planification des pays membres de la BADEA. Témoin pour RTI 1, Aboubakar Chekekone. Réduire considérablement les délais de décaissement, accélérer les démarches administratives et les rendre moins contraignantes, ouvrir des bureaux régionaux de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, telles sont quelques-unes des attentes des pays africains, membres de cette institution de développement présente à cet atelier de haut niveau. Nous avons des populations qui ont de grands besoins, ces besoins sont pressants, ces besoins ne sauraient attendre et nous voulons des taux de décaissement plus élevés, plus importants. Et cela va être pris en considération dans la stratégie. Pour Dr Sidi Oulta, directeur général de la BADEA, l'élaboration de l'agenda BADEA 2030 est un prétexte pour jeter les bases d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et les pays arabes. Nous sommes actuellement en train de dresser donc, le bilan de ces 40 ans de partenariat, d'analyser quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, quelles sont les menaces et les opportunités de ce partenariat. Nous sommes venus ici écouter pour recueillir quels sont les commentaires, les observations et les suggestions donc des pays bénéficiaires. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette rencontre et nous sommes persuadés qu'elle va nous permettre d'enrichir notre stratégie, de mieux la cibler et de la rendre beaucoup plus proche. Créée en 1975, la BADEA s'est fixée comme objectif de contribuer au développement de la coopération économique, financière et technique entre les pays arabes et africains, mais aussi participer à la concrétisation de la solidarité arabo-africaine sur la base de l'égalité et de l'amitié. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 40 milliards de francs CFA investis par cette institution dans plusieurs projets ces 5 dernières années. Aboubakar Chekekone, l'université de Grand Bassam a procédé hier samedi à sa 4e cérémonie de remise de diplôme de bachelor de ses étudiants en fin de cycle placés sous la présidence du Premier ministre Amadou Koulibaly. La rencontre a été l'occasion de rappeler l'exigence actuelle d'excellence en matière d'éducation. Alexis Ouedraogo. Une procession pour ouvrir cette 4e édition des cérémonies de remise de diplôme aux étudiants en fin de cycle à l'Université internationale de Grand Bassam. Cette année, ils sont 48 à accéder au Saint Graal. Pour le président de l'institution, le professeur Saliou Touré, la vision de l'UIGB est d'attirer et maintenir l'élite africaine sur le continent. Il s'agit d'une institution sous-régionale d'enseignement supérieur et de recherche scientifique qui a pour mission la formation des leaders de demain, la production et la transmission du savoir dans des filières professionnalisées répondant aux besoins du développement de l'Afrique. De 8 étudiants en 2005 à 750 pour la rentrée 2018, l'université a fait de grands pas que saluent les acteurs du patronat. Les étudiants disent, eux, leur reconnaissance. Une jeunesse éduquée est ce qui permettra à l'Afrique d'éclore. Et c'est exactement ce qu'a rendu possible l'Université internationale de Grand Bassam. Nous sommes prêts à travailler et à assumer des responsabilités diverses et variées au sein de vos entreprises, de vos institutions, de vos agences gouvernementales. Nous sommes capables de nous exprimer professionnellement aussi bien en français qu'en anglais. We are ready to work. Représentant le chef du gouvernement, le ministre Albert Mabritouakes a salué l'excellence de l'institution, véritable outil d'intégration. Soyez fiers d'avoir un diplôme de l'un des établissements d'enseignement supérieur d'excellence de notre pays.
une institution de renommée internationale. Vous avez été formé sur la base de la compétence avec le sens de l'éthique et de l'aptitude à apporter des solutions innovantes aux problèmes de développement de l'Afrique. Il a aussi salué l'homme de valeur portant la vision, le professeur Saliou Touré. J'ai compris que l'Université de Grand Bassam a mis en place le coaching. Ce n'est pas l'enseignant qui vient donc donner son cours et qui disparaît pour venir évaluer, mais c'est un enseignant qui accompagne dans l'apprentissage, qui accompagne dans le goût à inculquer dans les activités communautaires. Je voudrais donc saluer le professeur Saliou Touré et lui dire merci également pour le comité qu'il est en train de mettre en place avec des anciens ministres de l'enseignement supérieur et des anciens présidents d'université, afin que notre école, nos universités, l'enseignement supérieur retrouve ses lettres de noblesse. Le ministre a par ailleurs annoncé des bourses d'études pour encourager les meilleurs étudiants à poursuivre le doctorat à l'étranger, mais aussi des bourses pour soutenir ceux au fort potentiel dont les parents sont en difficulté financière. La célébration a pris fin avec la remise des diplômes et le lancer traditionnel de la coiffe. La décentralisation des concours de la fonction publique est en marche en Côte d'Ivoire. Comme les candidats au concours d'entrée de la fonction publique à Abidjan, les aspirants des régions du Bélier et de Gbeke ont composé hier samedi. Les responsables du ministère de la fonction publique accompagnés des autorités locales ont visité chez les salles d'examen de Yamoussoukro pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves. Charles Tatou, RT Boaké. Concours direct et professionnel de la fonction publique. Les candidats de la région du Bélier ont composé au lycée mixte 1 de Yamoussoukro au même moment que ceux d'Abidjan. Déjà à 7h30, les 370 aspirants de la région attendaient dans les salles les examinateurs. 8h00, le directeur de cabinet adjoint du ministre de la fonction publique et les autorités locales de Yamoussoukro ont procédé au lancement des épreuves. Notre présence ici s'explique par le fait que les concours ont été déconcentrés. Donc, depuis 3 ans, les concours sont organisés dans différentes régions du pays. Je suis ici pour superviser, pour voir que tout se passe bien, et, sur l'instruction de M. le ministre, bien entendu. Pour la journée du samedi 8 septembre, ce sont au total 7 concours. Et les épreuves affrontées sont au nombre de 3. Il y a le concours ingénieur informaticien réseau et télécommunications, il y a infirmier spécialisé, il y a ingénieur des techniques informatiques, génie logiciel, il y a professeur de CAFOP, il y a professeur de lycée, taille de pierre et ornementale, et puis il y a secrétaire de direction. En plus, il y a agent d'encadrement des douanes. La région de Gbeke n'est pas restée en marge de cette décentralisation des concours de la fonction publique. 837 postulants de la région ont affronté aussi les épreuves des 7 concours qui se sont déroulés ce samedi. Aucun incident n'a été signalé dans les centres d'examen des 2 régions. La coordination nationale de la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts en processus mondial de lutte contre le changement climatique par la lutte contre la destruction des forêts, RED+, était face au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Et c'était jeudi dernier à Yamoussoukro, question d'impliquer les rois et chefs traditionnels dans la sauvegarde des forêts ivoiriennes. Léon Broukwame, RT Boaké. De 16 millions à son indépendance, la Côte d'Ivoire ne dispose à ce jour que de seulement 3 millions d'hectares de forêt. Révélation du coordonnateur national RED+, comme pour indiquer aux rois et chefs traditionnels l'urgence à reconstituer le couvert forestier. Il s'agit de lutter contre les changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. De cette stratégie nationale adoptée en 2017, le lieutenant-colonel Aoulou fait noter des acquis. Nous avons élaboré et déterminé le niveau d'émission des forêts. Nous avons mis en place un système d'information sur les sauvegardes
et un système national de surveillance des forêts. Aujourd'hui, nous avons un géoportail qui nous permet de visualiser le territoire national, qui nous permet d'élaborer la carte d'occupation des sols. Entre autres effets immédiats de la stratégie nationale RED+, toujours selon le coordonnateur, l'adhésion des chocolatiers et le dialogue commun État, privé, société civile pour la sauvegarde des forêts. De quoi susciter la mobilisation des chefs coutumiers. Nos populations, et nous savons qu'elles vont écouter puisqu'elles ne vivent majoritairement que des ressources de nos terres. Et si le climat est perturbé, ils vont aller où? Je pense qu'ils sont déjà disponibles et sensibilisés. Il suffit de renforcer maintenant la sensibilisation pour que ce projet puisse avoir un impact important au niveau de nos populations. RED+ est un mécanisme mondial de lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire y a adhéré en 2011 pour 24 millions de dollars financés par l'ONU et la BAD. La présente séance de travail est la deuxième du genre entre la coordination nationale RED+ et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Deuxième grand titre de cette édition, l'organisation non gouvernementale Ecomédia sensibilise sur le cancer du sein. L'ONG Ecomédia organisera la deuxième édition des journées de mobilisation des médias JMMSC contre le cancer du sein du 19 au 20 octobre à Grand Bassam. Ami Sissoko. Le cancer est une maladie chronique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en termes d'incidence, les derniers chiffres qui sortent, on est entre 20 000 et 22 000 nouveaux cas par an. 20 à 22 000 nouveaux cas de cancer par an en Côte d'Ivoire, dont 2 248 cas de cancer du sein. Sur ces 2 248 cas, plus de la moitié décède. Une femme sur 8 dans le monde risque de développer un cancer du sein selon l'OMS. Sur ces images, les séquelles du cancer du sein. Pour éviter cette expérience douloureuse à d'autres femmes, l'ONG Ecomédia sensibilise avec le soutien des médias. Il y a eu un vrai débat quand on tenait des réunions. Est-ce qu'on passe ces images ou on ne les passe pas? Il faut montrer ce que c'est que le cancer du sein. Il faut montrer la souffrance de ces femmes-là. Il faut parler, il faut sensibiliser sur la maladie. La guérison commence par la sensibilisation. Du 19 au 20 octobre, l'ONG Ecomédia organise les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein à Grand Bassam. Octobre est décrété le mois de sensibilisation sur le cancer du sein par la communauté internationale. Il est même dénommé Octobre Rose afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie et d'accroître le soutien apporté au dépistage précoce et au traitement. Geneviève Wané et Alain Foucault, des professionnels de médias touchés de plus près par la maladie, sont engagés. On ne sait pas à quel moment elle intervient. Elle intervient de manière très silencieuse et il faut pouvoir donc aller se faire dépister à temps pour avoir la chance d'être guérie. Et je veux que les femmes sachent qu'en le prenant à temps, comme vous me voyez, on peut en guérir et par la grâce de Dieu, je vais bien. On a beaucoup parlé de sida. Je pense que les gens sont pas mal sensibilisés. Il y a une autre maladie qui tue largement, c'est le cancer du sein. Je ne veux pas parler de mon cas personnel puisqu'il me touche de près, mais ça c'est personnel. Je veux parler du cas de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de nous dire, et si on avait une cause pour laquelle on s'engage tous? C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace de lutte contre le cancer du sein selon les cancérologues. 3 000 femmes seront dépistées au cours de ces journées de mobilisation des médias contre le cancer. Pendant 2 jours, les bonnes pratiques visant le diagnostic seront aussi enseignées. Le dimanche 2 septembre dernier, un gendarme en service au camp commando de Koumassi a été agressé mortellement par des individus opérant à moto 72 heures après ces faits. Une opération menée conjointement par la police nationale et la gendarmerie a permis d'interpeller 2 présumés agresseurs du gendarme dans 2 sous-quartiers de la commune de Koumassi, à Boussanogo. Le calme est revenu dans la commune de Koumassi après l'agression mortelle d'un gendarme. Le maréchal de logis Soro Donatien Thomas, le dimanche 2 septembre dernier, au feu du camp commando de Koumassi.
Suite à cette agression qui a coûté la vie aux gendarmes en service au camp commando de Koumassi à l'escadron 4-1, une opération conjointe menée par la police et la gendarmerie aboutit à l'interpellation de 2 présumés agresseurs qui opéraient à moto le mercredi 5 septembre dans la commune de Koumassi, dans les sous-quartiers Adjoukrou et Ouinzin. L'un âgé de 25 ans dit être vendeur décédé et l'autre âgé de 17 ans dit être en classe de 3e. Les perquisitions à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir des motos, des pistolets factices, des téléphones portables, des paires de ciseaux et divers objets. Pour rappel, le maréchal de logis Thomas Soro-Donatien a été agressé par des jeunes à moto au feu du camp commando de Koumassi. Ils voulaient lui prendre son téléphone portable et son sac. Et il s'en est suivi une bagarre. À l'aide d'un poignard, les agresseurs lui portent le coup mortel et prennent la fuite. La victime, ayant perdu beaucoup de sang, succombe à ses blessures pendant son transfert à l'hôpital. Vite rattrapés par les fins limiers de la police et de la gendarmerie, ces présumés agresseurs seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. En 1996, la Côte d'Ivoire perdait Niaouré Jimmy, maître précurseur du polier, rythme tiré du terroir niambois. En 6 ans de carrière, il a sorti 8 albums. 22 ans après sa mort, que reste-t-il du rythme? Qui en est le nouveau maître? Élément de réponse dans ce reportage de Issa Yeo Chodon. Regardez. 1989, les mélomanes ivoiriens découvrent un nouveau rythme, le polier. Une danse qui provient du patrimoine culturel niambois dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Yopougon, la commune qui dispose de nombreux bars dancing devient le lieu privilégié pour la promotion de ce rythme. Niaouré Jimmy, Pablo de Gokra, Naounou Paulin et bien d'autres artistes permettent aux mélomanes de passer de belles soirées les week-ends. Comme toute nouvelle danse, le polier n'échappe pas à la polémique sur le nom de son créateur. J'étais en studio avec Pateming Labo pour mon premier titre de polier, avant même que Niaouré Jimmy prenne le polier. Et il y a eu un festival en Grèce où je devais représenter la Côte d'Ivoire avec Aïs Club et la compagnie d'Akati. J'étais déjà en studio pour le polier, et j'étais en Grèce. Et puis Jimmy a sorti le polier derrière moi. Donc à mon retour, j'étais obligé de dire le polier électrique. Malgré ces explications, la paternité du polier est attribuée à Niaouré Jimmy, originaire de Labazoubia, village situé dans le département d'Issia. Il impose le polier dès sa création. Le titre d'Issaouan le révèle aux yeux des mélomanes ivoiriens. Yopougon était déjà le fief de la musique tradie moderne de l'Ouest. Des artistes de notoriété comme Luxon Pado s'y étaient installés. L'irruption de Jimmy sur la scène musicale bouleverse les habitudes, ce qui crée naturellement des rivalités. À Yopougon m'a donné, il y avait 2 groupes. Il y avait les gens qui manageaient Niaouré Jimmy, il y avait moi qui manageais Luxon Pado. Et donc c'était 2 grands artistes qui jouaient tellement bien, mais chacun avait ses fans. Et donc on était tout le temps confrontés. Et personne ne pouvait laisser la place à son ami en fait. Lorsque Jimmy jouait, on priait Dieu qu'il pleuve là-bas. Nous, quand on joue, il pleut chez nous, oui. Pour éviter que la confrontation ne nuise à l'évolution de la musique tradie moderne, un rapprochement a lieu entre Jimmy et Pado. La soirée de la réconciliation, Niaouré Jimmy Pado, c'est moi qui l'ai organisé avec Martin Farelago aux parents de Yopougon. C'était bien. Et quand il devait se réconcilier avec Pado, on était 2 dans sa voiture. Et au bar Étoile, il y avait un boutier jusqu'aux pompiers. Donc on est arrivé là, il n'y avait pas de place pour passer. Il m'a dit, bon Lucien, descends, va dans la salle, fais le tour de la salle. Parce que quand les musiciens sont en place que j'arrive, ils savent que Jimmy est là. La paix scellée entre les 2 artistes. Niaouré Jimmy prend le contrôle de la musique tradie moderne à Yopougon. Si nous voyons toute cette gamme de musique, c'est grâce à Niaouré Jimmy. Il a été le percuteur de la musique tradie moderne. En 1996, Niaouré Jimmy meurt.
Un décès qui apparaît comme un goût d'inachevé chez les mélomanes. Niaouré Gimi, c'est l'arbre, l'écorce, les feuilles de la musique ivoirienne, Bété surtout. Niaouré Gimi, c'est une icône de la musique kadi moderne. Aujourd'hui, je suis au regret qu'il soit parti très tôt. Niaouré Gimi, dans le temps, il nous a fait vivre, il nous a amusés. C'était vraiment un lieu de divertissement plutôt. Mais aujourd'hui, le coin est devenu bizarre, donc on ne sait plus où aller. 22 ans après la mort du maître du Polier, les héritiers s'organisent pour perpétuer le rythme. Naounou Paulin vient d'ouvrir un espace à Yopougon. Il organise avec d'autres adeptes un hommage à Niaouré Gimi pour honorer sa mémoire. Je fais partie des dernières personnes à avoir vu Gimi au cours d'une émission du dimanche à la RTI. C'est la dernière émission qu'il a faite et 3 jours après il est décédé. Donc je tenais vraiment à faire ce déplacement-là. À chaque fois qu'on lui fera honneur, je serai là pour lui dire dans l'au-delà, merci, qu'on passe encore très fort à lui. Malgré cette bonne volonté, le Polier est à la croisée des chemins, faute de bar dancing et de mécènes. Voilà, et nous allons danser tout à l'heure avec les éléphants de Côte d'Ivoire, certainement après leur victoire face au Rwanda en football, justement où la sélection nationale ivoirienne est en déplacement à Kigali, où elle affronte ce dimanche. Tout à l'heure à 13h30, temps universel, l'équipe nationale du Rwanda, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2019 au Cameroun, au Dalégbé. 15 mois après leur défaite 3-2 à Bouaké face au Sili national de la Guinée, les éléphants de Côte d'Ivoire seront ce dimanche à l'épreuve des Amavoubis du Rwanda battus 2-1 par la Centrafrique lors de la première journée. Cette rencontre s'annonce décisive pour les deux nations qui occupent respectivement les 3e et 4e rangs dans le groupe H. Les éléphants devront absolument jouer la gagne pour espérer se relancer dans ce groupe où la Guinée et la Centrafrique dirigent déjà les opérations. Le commando ivoirien composé de joueurs évoluant tous à l'étranger a des arguments à faire valoir à Kigali. Face aux éléphants se dresseront de vaillants Rwandais constitués à 70% de joueurs évoluant dans les 2 clubs phares du pays, l'APR et le Rayon Sport de Nyanza. Poussés par leur public, ces derniers tenteront le tout pour le tout malgré la défaveur des pronostics selon les statistiques des 2 dernières confrontations. Cette bataille est aussi celle des 2 sélectionneurs qui ont récemment pris les commandes du staff technique de leur sélection. Ibrahim Kamara, nommé fin juin, et Vincent Machami, qui a remplacé l'Allemand Antoine Hey au lendemain du CHAN 2018. Pour leur baptême du feu, ils devront confirmer qu'il faudra compter sur leur méthode de gagneur dans ces éliminatoires. Et nous insistons pour dire que pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent le Rwanda. C'est dans le groupe H, un match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. Coup d'envoi de la rencontre, nous vous le disions à l'instant, 13h30 GMT, le plateau est prévu à 13h et c'est sur RTI 1. Les meilleurs élèves de l'église méthodiste unie du temple Israël de Treichville ont été célébrés dimanche dernier. Cette cérémonie annuelle de récompense vise à féliciter les meilleurs élèves de l'année écoulée, mais surtout à inculquer la culture de l'excellence au moment où va débuter la nouvelle année scolaire. Michel Digré. Ce sont des élèves des cycles primaires et secondaires de différents établissements du district d'Abidjan. Ils se sont illustrés par de brillants résultats scolaires au cours de l'année dernière. Leur église, le temple Israël de Treichville de l'église méthodiste unie, témoigne son admiration. Ils ont reçu des lots pour les encourager, mais aussi célébrer l'excellence au sein de toute l'église. Nous avons insisté pour que ce soit les excellents qui soient primés, selon les moyens qui vous ont été communiqués. Nous devons tous cultiver l'excellence et avoir des attitudes remarquables pour être excellents.
Je voulais donc, au nom du Conseil, vous féliciter et vous réaffirmer tout notre soutien. Des récompenses qui devraient stimuler toute la communauté de l'église méthodiste unie de Trècheville, mais surtout les élèves de ce temple au moment où débute l'année académique 2018-2019. Le magazine de ce dimanche 9 septembre 2018 a pour thème la sécurisation du golfe de Guinée, l'apport du G7++. Notre invité est M. Abdoulaye Fofana. Il est le secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action de l'État de Côte d'Ivoire en mer. Monsieur Fofana Abdoulaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Olivier Hirier et Abou Sanogo. Le Ghana, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Cap-Vert et 11 autres pays membres de la CEDEAO déterminés à faire face aux défis sécuritaires dans le golfe de Guinée. Lors de la réunion à Abidjan sur la dotation en personnel, des dispositions concrètes ont été adoptées. Lesquelles dispositions vont permettre de rendre opérationnels les centres maritimes multinationaux de coordination et les centres régionaux de sécurité de l'espace CEDEAO. La plupart des États ont décidé d'opter justement donc pour occuper des postes. Les postes ont des mandats de 3 ans, non renouvelables. Le Sénégal faisant partie de la zone G, donc on a pu obtenir la direction de cette zone. La piraterie maritime est une triste réalité dans les eaux du golfe de Guinée. Selon le chef de division de la sécurité régionale de la CEDEAO, elle a de lourdes conséquences économiques sur les pays. Quand vous prenez le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, cette boucle que vous voyez donc, qui concerne les pays du fleuve Malo, les pertes sont évaluées environ à 320 millions de dollars rien que par rapport à la pêche illicite. L'augmentation des actes illicites commis en mer dans le golfe de Guinée a amené le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter 2 principales résolutions relatives aux mesures de lutte contre la piraterie et les attaques armées dans cette zone du Pacifique. Dans cette optique, le groupe des Amis du golfe de Guinée soutient les efforts de la CEDEAO. Les États partenaires ont décidé de nous accompagner. Et principalement, au départ, il n'était que 7. Et donc c'est ce groupe-là d'États qui de plus en plus accompagne la montée en puissance de l'architecture de sécurité maritime qui nous permet justement donc de nous rencontrer au moins 2 fois par année et de poser les problèmes concrets justement donc que nous rencontrons dans la mise en œuvre de cette stratégie interrégionale et nous apporte leurs solutions. La réunion d'Abidjan qui a duré 3 jours a permis de comprendre l'importance de la sécurité dans les surfaces navigables de la CEDEAO. La résolution des problèmes permettra sans aucun doute à l'ensemble des États membres de retrouver l'efficacité de leur économie maritime afin d'assurer leur développement. Voilà, les représentants de 15 pays de la CEDEAO se sont réunis ici à Abidjan le 5, 6 et 7 septembre dernier. Cette rencontre a permis de traiter la question de la dotation personnelle pour rendre opérationnels les centres maritimes multinationaux de coordination et les centres régionaux de sécurité de l'espace CEDEAO. Monsieur Fofana, alors quelle est la délimitation du golfe de Guinée? Il part de quel pays à quel autre pays? Et puis que regorge cette partie du monde? Merci Monsieur Alvarassa. Déjà, je voudrais vous dire merci de votre invitation sur le plateau du magazine du dimanche. Et à travers vous, saluer vos directions générales également. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la délimitation du golfe de Guinée, je dirais que nous avons plusieurs définitions. Mais nous allons nous en tenir à la définition géopolitique qui est la plus utilisée aujourd'hui, surtout dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée. Très bien. C'est l'espace maritime qui baigne donc les côtes atlantiques de l'Afrique, qui part du nord du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Voilà la définition qui est retenue aujourd'hui. Du nord du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Alors que regorge cette partie du monde? Alors justement, c'est un espace qui est un enjeu géostratégique d'abord pour l'ensemble des pays du monde, parce que c'est une zone qui regorge de ressources halieutiques très importantes et de ressources pétrolières et gazières également très importantes. Je voudrais juste vous donner pour exemple qu'aujourd'hui on considère en matière de potentiel de ressources gazières et pétrolières que le golfe de Guinée est l'équivalent, sinon plus même que le potentiel du golfe Persique, du golfe arabo-persique. C'est pour dire à quel point le golfe de Guinée
est un enjeu en matière économique et en matière géostratégique. Et ce n'est pas encore exploité. Alors, quand l'on parle de sécurité, soit l'on veut prévenir ou dissuader, ou l'on veut agir, le golfe de Guinée est-il menacé? La sécurité humaine et les activités économiques dans cette partie du monde sont-elles menacées? Alors, les enjeux au niveau sécuritaire maritime sont des enjeux mondiaux. Et le golfe de Guinée est aujourd'hui, malheureusement, un des pôles où la sécurité est le plus menacée. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, au niveau des statistiques de l'année 2017, le constat a été fait d'un ralentissement en matière de piraterie quasi partout dans le monde. Je crois que ce qui a été dit, c'est que depuis 20 ans, l'année 2017 est l'année où nous avons eu le plus bas niveau en matière de piraterie dans le monde. Malheureusement, sur cette même année 2017, les incidents en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée ont été multipliés par 3. C'est-à-dire au moment où, au niveau mondial, nous connaissons une baisse, au niveau du golfe de Guinée, nous avons une recrudescence des incidents maritimes. C'est vraiment pour vous dire à quel point il est important, justement, que nos États s'attachent à créer les conditions d'une lutte efficace contre la criminalité dans cette zone. Toute cette mobilisation contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. Alors, parlant du G7, il s'agit certainement des 7 pays les plus industrialisés au monde. Alors, pourquoi G7++? Alors, il y a un historique qu'il faut donner à la naissance de ce qu'on appelle la plateforme du G7++. Vous avez raison, effectivement, il s'agit du G7 d'abord, donc des 7 plus grands pays au monde, dont je ne citerai pas les différents noms, je crois que c'est connu. Le G7++ se compose non seulement de ces 7 pays, mais également d'autres pays industrialisés qui ont de gros intérêts à travers le monde et à travers le golfe de Guinée particulièrement, et auxquels également il faut ajouter l'Union européenne, et des organisations internationales de lutte contre la criminalité que sont Interpol et l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. Voilà ce qui représente le G7++, dont les objectifs peuvent être cités comme étant de 2 ordres. Il s'agit principalement d'aider à la mise en œuvre de 2 résolutions des Nations Unies qui ont été prises, l'une en 2011 et l'une en 2012, pour lutter justement contre la criminalité dans le golfe de Guinée. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est une conséquence du premier, c'est aider à l'implémentation et à l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé, ce qu'on a appelé l'architecture de Yaoundé, qui a été mise en place par nos chefs d'État lors de la conférence des chefs d'État en juin 2013 à Yaoundé. Et avec cette organisation, on y arrive progressivement. Alors, la présidence du G7++ est tenue conjointement par la Côte d'Ivoire et le Canada. Comment fonctionne cette coprésidence? Le G7++, c'est une plateforme de coopération multilatérale. C'est d'abord ce qu'il faut dire. Et jusqu'à ce jour, les présidences avaient été assurées uniquement par les États du G7. C'est seulement en juin 2017, l'année dernière, à la réunion de Rome, que les États du Golfe de Guinée, amenés en cela par la Côte d'Ivoire, ont demandé qu'une coprésidence soit instituée entre au moins un État du Golfe de Guinée et un État occidental, notamment un État du G7. Et la Côte d'Ivoire s'est portée candidate. Sa candidature a été retenue et validée à la réunion de Lagos en décembre 2017. Et donc, depuis le 1er janvier, la Côte d'Ivoire co-préside la plateforme de coopération multilatérale qu'est le G7++, amis du Golfe de Guinée, avec nos partenaires et amis du Canada. Alors, comment fonctionne cette coprésidence? Il s'agit pour ces 2 pays de se mettre ensemble pour organiser la session annuelle. Il y en avait 2, il y en a 2 en principe, mais cette année, on n'en a retenu qu'une seule. Nous allons donc organiser une session annuelle du G7++ en décembre, et cette session se tiendra en Côte d'Ivoire sur les enjeux de sécurisation du Golfe de Guinée, auquel évidemment on associe l'ensemble de l'industrie maritime et l'ensemble des parties prenantes intéressées par le secteur. Et nous assumons bien notre rôle. Hein. Nous assumons notre rôle. Évidemment, c'est en tant que pays voulant assumer son leadership dans la sous-région, et non seulement dans la sous-région, mais même en Afrique, en matière maritime, que nous avons été
coopté et validé pour assumer justement cette première coprésidence. Cette coprésidence. Quel est l'appui de ce groupe, le G7++, au CRESMAO, au CRESMAC, pour la réussite de leur mission et comment fonctionnent ces deux organisations que vous allez nous définir rapidement? Évidemment, il faut peut-être très rapidement définir ce que c'est que l'architecture même de sécurisation du Golfe de Guinée qui a été mise en place par nos chefs d'État en 2013. À la suite donc du sommet des chefs d'État de juin 2013, une architecture a été créée qui met en œuvre des centres opérationnels de sécurisation de nos 3 grandes régions économiques, que sont donc la CEDEAO, la CEAC et la Commission du Golfe de Guinée. Cette architecture est chapeautée par un centre interrégional de coordination qui est situé à Yaoundé, qui pilote 2 centres régionaux, un centre pour la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le CRESMAO, et un centre pour la CEAC en Afrique centrale, qu'on appelle le CRESMAC. Et ces centres vont donc piloter ce que nous appelons des centres multinationaux de coordination, qui pilotent donc au niveau zonal les centres des différents pays qui interviennent dans la sécurisation du Golfe de Guinée. Voilà comment se présente l'architecture. Alors, en ce qui concerne l'appui que apporte le G7++ à cette architecture, je dirais que c'est son objectif principal. La plateforme G7++ a été créée à la suite de l'appel qu'a fait le Conseil national de sécurité à travers ces 2 résolutions pour que les États et la communauté internationale, d'une manière générale, appuient les États du Golfe de Guinée dans leurs actions de sécurisation du Golfe de Guinée. Donc c'est un appui qui est un appui en matière de coopération judiciaire, en matière d'harmonisation de nos législations et en matière d'équipement de nos centres et d'aide à l'opérationnalisation de ces centres. Et de formation également. Et de formation, évidemment, de renforcement des capacités. Donc la Côte d'Ivoire joue pleinement sa partition dans cette coprésidence. Alors dans le cas de la sécurisation justement du Golfe de Guinée, par ailleurs, quelle est la place des pays de l'Interland? Je parle du Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres. C'est une excellente question, M. Assa, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais effectivement, on pourrait penser qu'en termes de sécurisation maritime, les pays de l'Interland ne soient pas impliqués ou ne soient pas concernés. Or, il se trouve que nous savons très bien que la plupart des échanges que ces pays effectuent à travers le monde se font par l'intermédiaire des États côtiers et par la mer. 90% des échanges internationaux, d'ailleurs, passent par la mer. Alors, les pays de l'Interland sont très impliqués en matière de sécurisation du Golfe de Guinée. Et je vous donnerai juste 3 exemples. Les zones maritimes de sécurisation qui ont été créées au niveau de la CEDEAO, la zone E, la zone F et la zone G, ont chacune en leur sein un pays de l'Interland. La zone E qui est centrée sur le Bénin, dont le siège se trouve au Bénin. Nous avons le Niger qui fait partie de la zone E, qui est un pays de l'Interland. La zone F qui a son CMC à Accra. Nous avons le Burkina qui fait partie de la zone F, dont fait partie la Côte d'Ivoire. Et la zone G, dont le CMC se trouve à Praia, devrait donc être installé à Praia. Nous avons le Mali qui fait partie de cette zone. Donc les pays de l'Interland sont impliqués en matière de sécurisation du Golfe de Guinée. Et avec toutes ces actions, on peut dire que le Golfe de Guinée est sécurisé et que les opérateurs peuvent mener tranquillement leurs activités. Alors la prochaine conférence du G7++ va se tenir cette année même, 2018, ici en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont bon train. Qu'est-ce qui est prévu? Et puis, quel est le rôle que vous jouez? Alors, merci M. Assa. Je suis responsable de l'action de l'État en mer, de la coordination de l'action de l'État en mer pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut bien comprendre que le pilotage de cette conférence et de cette réunion, cette session du G7++, est fait par le cabinet du président de la République, à travers le Conseil national de sécurité. Et nous, au niveau du secrétariat permanent, nous assurons la coordination du comité scientifique qui travaille donc à la préparation de cette conférence. Donc la conférence a lieu les 6 et 7 décembre, ici à Abidjan, et nous avons déjà la semaine prochaine une réunion préparatoire que nous organisons avec nos amis pays du Golfe de Guinée pour harmoniser nos points de vue et préparer un document de stratégie que nous allons présenter de commun accord lors de la conférence du 6-7 décembre à Abidjan. Monsieur Fofana Broulaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons tout dit. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci
au réalisateur et merci à vous de l'avoir suivi. Côte d'Ivoire, Rwanda comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 au Cameroun. C'est à 13h30 tout à l'heure. Donc, restez avec nous sur RTI 1.